Je m'appelle Bianca Harper et j'ai 34 ans. Jusqu'à ce mardi matin, je pensais avoir bâti une vie à l'abri des regards de ma famille. Je me trompais. Un homme en uniforme sombre a frappé à la porte de mon petit appartement de location et m'a remis une enveloppe. Pas un mot, pas une expression. Le papier était épais et officiel. Quand je l'ai ouvert et que j'ai vu les mots « droit de la famille » et « demande de tutelle », la colère m'a envahi. Mes propres parents et mon jeune frère avaient demandé que je sois déclaré incapable. Ils voulaient contrôler entièrement mon argent, mes biens, mes décisions. À ce moment-là, j'ignorais qu'ils préparaient cela depuis des mois. Quelques mois plus tard, à l'audience, mon frère m'a regardé droit dans les yeux et a déclaré à l'Assemblée : « Tu es une ingrate, et j'ai déjà décidé que le yacht et l'appartement m'appartiennent. » Mes parents, à côté de lui, ont souri en coin et ont ajouté : « On va faire en sorte que tu perdes tout. » Mais soudain, leur avocat s'est levé. Le visage du juge s'est transformé en un instant, ses yeux s'écarquillant. Il a crié : « Sécurité !» Et à cet instant précis, si vous avez déjà eu l'impression que votre famille vous avait trahi de la sorte, ou si ce genre de trahison vous semble trop familier, cliquez sur « J'aime ». Maintenant, racontez votre histoire dans les commentaires que je suis en train de lire. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la fin. Vous voudrez absolument savoir ce qui s'est passé ensuite. Pour comprendre pourquoi mon propre frère a cru pouvoir dire cela en plein tribunal, je dois remonter quelques années en arrière. Ma famille vivait dans une immense maison à Coral Gables, en Floride, le genre d'endroit qui respire la réussite, de la pelouse impeccablement entretenue à l'immensité de la piscine à débordement. Mon père, John Harper, était associé dans l'un des plus grands cabinets d'avocats de Miami, gérant des affaires d'entreprise très médiatisées qui lui permettaient de porter des costumes sur mesure et des montres de luxe. Il excellait grâce à son réseau professionnel chez Gaila S., serrant la main des bonnes personnes, s'assurant que tout le monde sache que les Harper étaient au sommet de la hiérarchie. Le contrôle n'était pas seulement son travail, c'était son mode de vie. Il attendait la même chose de nous, comme si nous étions des extensions de son portefeuille. Ma mère, Helen Harper, jouait ce rôle à la perfection. Elle n'était pas du genre à travailler à l'extérieur, mais elle gérait notre vie sociale comme une PDG. Déjeuners de charité, brunch dans des clubs privés, fêtes de Noël, où elle réunissait les invités pour se vanter du dernier succès familial. John vient de conclure une fusion à plusieurs millions de dollars, disait-elle avec son sourire éclatant. Ou encore, notre fils postule déjà pour une promotion dans son entreprise. Elle transformait chaque réunion en une mise en scène des plus grands succès de notre famille, et elle adorait les applaudissements. Il y avait aussi mon frère Chase. Il avait 2 ans de moins que moi, mais dès qu'il a su parler, il savait comment s'y prendre. Intelligent, charismatique, il disait toujours ce qu'il fallait. Papa a tout de suite vu son portrait craché en Chase, l'inscrivant d'emblée à des cours de finance au lycée, puis directement dans le même cursus universitaire que celui qu'il avait prévu pour lui. Chase a pris sur lui, a brillamment réussi ses examens, a fait des stages dans le cabinet de son père pendant l'été, et a décroché un poste d'analyste junior dans une banque de Wall Street juste après ses études. Il conduisait la voiture que son père lui avait achetée, dont sa mère avait choisi les montres, et il reprenait leurs opinions à chaque dîner. Pour eux, il était la preuve que leur méthode fonctionnait. Il le couvrait d'éloges et de tout pour qu'il garde le cap. J'étais l'exception qui confirme la règle. Je n'ai jamais trouvé ma place. Pendant que Chase jouait au golf avec les clients de son père, je m'enfermais dans ma chambre à dessiner des logos sur mon ordinateur portable ou à imaginer des campagnes publicitaires pour le plaisir. J'adorais le côté créatif, comment une simple image ou un slogan pouvait changer la perception d'une marque. Mais pour mes parents, ce n'était que du bricolage. Ils voulaient que je fasse quelque chose de stable comme le droit ou la banque, où je pourrais gravir les échelons et rendre ma famille fière. Les métiers créatifs, c'est pour les amateurs. Bianca, disait mon père à voix basse, comme s'il lisait un contrat. Ma mère acquiesçait, ajoutant : nous ne voulons que le meilleur pour ton avenir. La pression est montée progressivement au début. Les débats du lycée sur les matières universitaires se sont transformés en disputes sur les stages. J'ai choisi des cours de graphisme. On m'a inscrite à des simulations d'entreprise. En dernière année d'université, c'était la course contre la montre. Mon père tirait les ficelles pour que je puisse observer son entreprise, mais je passais mes journées à dessiner des maquettes au lieu de prendre des notes sur les fusions-acquisitions. Ma mère organisait des dîners de réseautage avec les filles de ses amis, déjà bien installées dans le monde de l'entreprise, et distillait les conseils comme des grenades. Chase, bien sûr, avalait tout. Il acquiesçait. Ma sœur, tu pourrais faire tellement mieux si tu te concentrais. Le déclic s'est produit lors d'un barbecue familial l'été suivant ma dernière année. C'était un de ces parfaits après-midi de barbecue en Floride, des travers de porc fumant,
une vingtaine d'invités rassemblés sur la terrasse. Mon père venait de rentrer d'une conférence à New York, et tout le monde trinquait à sa dernière grande réussite. Chase, tout juste payé pour son premier stage, était la star du moment. Pour Chase, qui dépasse déjà toutes les attentes à la banque. Mon père a exulté et a trinqué. La foule acclamait maman, rayonnante comme si elle avait orchestré son succès. On lui tapotait l'épaule et on l'interrogeait sur son impressionnant parcours professionnel. Puis papa se tourna vers moi, son verre toujours à la main, et la conversation s'apaisa juste assez pour que ses paroles fassent mouche. Et Bianca a entendu dire qu'elle faisait des études de marketing, mais honnêtement, elle gâchait son potentiel. Pourquoi courir après le travail indépendant quand on peut avoir un emploi stable comme ton frère? Ces bêtises créatives ne vont pas payer les factures éternellement. Il l'a dit d'un ton désinvolte, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps, mais la terrasse se tut. Les invités se déplacèrent mal à l'aise, nous regardant tour à tour. Maman éclata de rire. « John prend juste soin de toi, ma chérie. » Mais son regard disait tout. Chase souriait de l'autre côté de la table sans dire un mot, mais son regard en disait long. « C'est toi le problème. » Je restais là, l'assiette oubliée à la main. Le visage rouge de colère. Personne ne prit ma défense. Non, elle a dû. Talent à sa façon. Ou laisse-lui le temps. Un silence pesant régnait, seulement troublé par le crépitement du barbecue. Je suis parti plus tôt que prévu, j'ai pris la voiture pour rentrer seul et, ce soir-là, j'ai fait ma valise. Le lendemain matin, je leur ai annoncé que je partais après la remise des diplômes. Papa hustla sa pause. C'est ton choix, mais ne viens pas pleurer quand ça ne marchera pas. Mais Amanda soupire. On veut juste que tu sois en sécurité. Chase m'a envoyé un texto plus tard. C'est dur, ma sœur. Tu les remercieras un jour. La remise des diplômes est arrivée et repartie sans cérémonie, ni de leur côté ni ailleurs. J'ai chargé ma vieille berline avec tout ce que je pouvais y caser et je suis allé directement louer une voiture pas chère à la périphérie de Miami. C'était un 2 pièces dans un immeuble délabré, les murs étaient si fins qu'on entendait la télé des voisins, mais il était à moi. Plus de cours magistraux, plus de comparaisons. Je me suis lancé à corps perdu dans le marketing digital en freelance, en envoyant des mailings à froid pour des marques. Mon premier client était un surf shop du coin, une simple mise à jour de logo qui s'est transformée en une refonte complète de leurs réseaux sociaux. Ils ont payé et diffusé leurs messages à temps. Très vite, j'ai eu une liste d'hôtels-boutiques en quête de stratégies publicitaires, de start-up technologiques souhaitant des campagnes d'emailing, et même une chaîne régionale pour des collaborations avec des influenceurs. Les premières soirées étaient intenses. Penché sur mon ordinateur portable, je révisais à la chaîne, alimenté par le café, à courir après les paiements qui tardaient parfois à venir. Mais j'adorais ça. Chaque projet était un défi. Comment faire ressortir un produit dans un flux saturé d'informations? Comment créer une histoire qui marque les esprits? J'ai créé un portfolio sur LinkedIn et j'ai pratiqué des prix inférieurs aux miens pour y être référencé. Petit à petit, les revenus se sont accumulés. J'ai économisé sur tout. Courses bas de gamme, meubles d'occasion, transport en commun au lieu d'une nouvelle voiture. Chaque dollar supplémentaire était placé sur un compte épargne à haut rendement, puis dans des fonds indiciels. Grâce aux cours en ligne gratuits que j'ai suivis, cette discipline a porté ses fruits d'une manière que je n'ai jamais crié sur les toits. Mon premier gros investissement a été de placer une prime dans des actions diversifiées. Rien d'extravagant, juste des valeurs sûres avec des dividendes solides. Au début, je les suivais avec passion, célébrant chaque petite victoire avec une pizza à emporter. En 2 ans, les revenus m'ont permis de verser un acompte pour un appartement en bord de mer à Miami Beach. Ce n'était pas un pantouse de rêve, mais un modeste 2 pièces avec vue sur l'océan depuis le balcon, acheté comptant après d'importants apports initiaux. 1 800 000 $ au total. Plus de crédit immobilier à la clé. Je l'ai meublé avec parcimonie, un bureau pour travailler, un canapé trouvé sur Craigslist. Mais me réveiller au son des vagues était déjà une victoire. Puis est venu le yacht, un caprice devenu sérieux. J'avais toujours adoré l'eau et, enfant, je me faufilais sur les quais publics pour admirer les bateaux. Un week-end, en parcourant les petites annonces, je suis tombé sur un classique de 15 mètres des années 80. Fatigué mais robuste, aménagé à moindre coût car le propriétaire déménageait. J'ai fait mes calculs. Les revenus locatifs d'un petit projet de rénovation à Tampa, que j'avais vendu grâce à un prêt à taux réduit, ont couvert l'investissement. Les week-ends sont devenus mon rituel de rénovation. J'ai transporté mes outils jusqu'à un emplacement loué dans une marina, poncé les pneus, changé les phares, appris les bases de la mécanique sur YouTube et trouvé un vieux mécanicien avec qui je partageais mes conseils contre un café. Il m'a fallu 18 mois, mais lorsque j'ai démarré les moteurs pour cette première traversée en solitaire de la baie de Biscayne au coucher du soleil, j'ai su que j'avais créé quelque chose d'irremplaçable.
Pas de prêt, pas d'associé, juste moi et l'horizon. Tampa House était ma source de revenus discrète. Un bungalow de 2 chambres dans un quartier en pleine expansion, acheté aux enchères sans l'avoir vu pour moins de 200 000 $. J'ai engagé des artisans locaux pour apprêter les murs moi-même et je l'ai loué à un jeune couple qui débutait dans la vie. Les loyers arrivaient régulièrement, couvrant les frais de marina et les apports en actions. Au bout de 5 ans, ma fortune dépassait les 3 millions de $, entièrement gagnée par moi-même, entièrement dans l'ombre. Je n'en ai rien dit sur les réseaux sociaux, ni même sur mes cartes de Noël. Pourquoi? Parce que j'avais vu ce qui arrivait à ma famille quand elle sentait le succès. C'était devenu leur droit de prétendre avoir le pouvoir pour se désendetter. Ma forteresse, je l'avais bâtie dollar après dollar, élection après élection. Ces années n'ont pas été de tout repos. Il y a eu des périodes creuses où les clients cachaient des mois où je me nourrissais de nouilles instantanées pour boucler les budgets. La solitude s'insinuait dans le calme des soirées, tandis que je faisais défiler les photos de famille d'une chasse lointaine lors de la soirée d'entreprise de mon père. Ma mère dans sa robe de bal. Je me demandais si j'avais fait le bon choix, si l'indépendance valait l'isolement. Mais ensuite, j'ouvrais mon ordinateur portable pour un nouveau contrat où je montais sur le pont du yacht pour une vente rapide, et les doutes s'estompaient. Je m'étais prouvé quelque chose qu'ils ne pourraient jamais m'enlever. Je n'avais pas besoin de leur approbation pour réussir. Et puis, ce mardi matin-là, la vie que j'avais construite pendant 10 ans a été soudainement ébranlée par une simple enveloppe. Assise à la petite table de la cuisine de mon appartement loué, le café refroidissant intact à côté de moi, mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ai sorti les documents. La demande était composée d'épaisses pages de jargon juridique imprimées à l'encre noire. Je me suis forcé à lire chaque ligne, en commençant par le titre qui mentionnait mes parents et Chase comme plaignants. Il demandait au tribunal de me confier la tutelle complète et le contrôle de mes finances, de mes décisions médicales, et même de mon lieu de résidence. Ces accusations m'ont frappé de plein fouet. La personne semblait isolée de sa famille et de ses amis. On prétendait que mes contacts limités étaient une preuve d'instabilité émotionnelle. Puis venait la partie financière, l'important patrimoine non supervisé qui exposait cette personne à un risque de mauvaise gestion, et les inquiétudes de ma famille proche quant à d'éventuelles manipulations et erreurs de jugement nécessitant une surveillance accrue. On me dépeignait comme vulnérable, imprudente, quelqu'un à qui l'on ne pouvait pas confier sa propre vie. En bas de page, leur signature contrastait avec l'écriture élégante de mes parents et les gribouillis grossiers de Chase. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Un instant, j'ai eu le vertige. Ce n'était pas simplement de la désapprobation. C'était une tentative de me dépouiller de tout ce pour quoi je m'étais battu, mais le choc a rapidement fait place à une détermination plus inflexible. Je n'allais pas les laisser gagner sans me battre. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés dans les tutelles, en particulier celles concernant des allégations d'abus ou de sollicitations excessives. Quelques heures plus tard, j'avais rendez-vous avec Cynthia Vaughn. Son site web mettait en avant son expérience dans le traitement des tutelles abusives et des saisies immobilières familiales. Elle avait la réputation d'être intransigeante, directe, le genre de personne qui démantèle les dossiers de mauvaise foi un par un. Je lui ai envoyé un résumé de ma demande par courriel et elle m'a répondu presque aussitôt. « Venez demain matin. » Son cabinet se trouvait dans un immeuble moderne aux façades de verre, en plein centre-ville de Miami, un contraste saisissant avec les bureaux lambrissés que mon père affectionnait. La réceptionniste m'a conduite dans une salle de conférence donnant sur la baie. Cynthia est arrivée à l'heure, la cinquantaine bien sonnée, les cheveux impeccablement coiffés en arrière. Elle m'a serré la main fermement et est allée droit au but. « Dites-moi tout », a-t-elle dit, un stylo à la main, sur son bloc-notes. Pas seulement la pétition, ton histoire avec eux, tout comportement de contrôle sur les demandes d'argent, tout ce qui te paraît étrange. J'ai commencé par les bases, l'approbation conditionnelle pendant mon enfance, la pression pour que je me conforme à mon choix d'indépendance. Je suis resté factuel, sans larmes, juste le récit de la distance qui s'était installée et des rares interactions tendues depuis mon départ. Cynthia écoutait sans m'interrompre, prenant des notes, son expression impassible. Quand j'eus terminé, elle se recula. On dirait un cas typique d'abus. Il le présente comme de l'inquiétude, mais le langage est agressif. Ont-ils essayé d'accéder à tes finances avant de te faire des prêts sur gage? J'ai repensé à ce moment-là. Pas vraiment depuis que j'ai quitté la maison. Mais il y a quelques mois, Chase a appelé à l'improviste. C'était informel au début. Comment va le travail? Ce genre de choses. Puis il m'a demandé si j'avais un portefeuille et a dit qu'il pouvait me mettre en relation avec des conseillers du réseau de mon père pour de meilleurs rendements. J'ai dit que je m'en étais déjà occupé. Il a insisté un peu, l'air irrité quand j'ai fini. Cynthia a plissé les yeux. C'est une enquête qui teste les vulnérabilités. Elle tapota son stylo.
Il faut creuser de leur côté. Le mobile est crucial, qu'il s'agisse de contrôle ou d'autre chose. Elle n'a pas perdu de temps. À la fin de la réunion, elle avait déjà contacté un détective privé à honoraire fixe. « Donnez-moi quelques jours pour préparer », dit-elle. En attendant, rassemblez vos documents, relevés bancaires, déclaration de revenus, contrat client, tout ce qui prouve votre responsabilité. Je suis sorti de son bureau partagé entre la peur et la détermination. Chez moi, j'ai sorti des dossiers de mon tiroir fermé à clé, des années de factures de freelance, des preuves de paiement, des récapitulatifs d'investissement sans que les montants soient encore divulgués. C'était un travail méthodique d'impression, d'organisation, de constitution d'un dossier solide. Une semaine plus tard, Cynthia a appelé. Les résultats préliminaires sont arrivés. La situation financière de votre famille n'est pas aussi solide qu'elle en a l'air. Elle m'a tout expliqué au téléphone. Les registres fonciers montraient que la maison de Coral Gable avait été refinancée plusieurs fois ces dernières années. D'importants prêts d'entrepreneurs et des prêts hypothécaires à risque. Le cabinet de mon père était poursuivi pour faute professionnelle par un ancien client. Les dommages et intérêts réclamés étaient suffisamment importants pour mettre en péril son statut d'associé en cas de litige. Les dépenses de Chase reflétaient son train de vie luxueux, location de maisons et voyages de luxe onéreux qui dépassaient son salaire. Ça sent le désespoir, dit Cynthia calmement. Le moment choisi pour cette requête n'est pas un hasard. Il te présente comme la personne instable pour justifier une prise de contrôle. Tout s'est éclairé d'un coup, glaçant de clarté. Toutes ces années de silence, ces rares conversations exploratoires, ce n'était pas de l'indifférence. C'était attendre une opportunité. J'ai raccroché et j'ai contemplé mes dossiers bien rangés. Le combat ne faisait que commencer, mais pour la première fois, j'avais quelqu'un à mes côtés qui pouvait percer leur façade. 3 semaines avant l'audience, Cynthia m'a convoqué dans son bureau avec une nouvelle qui allait tout changer. Je suis arrivé tôt, la circulation était encore fluide en centre-ville. Elle m'a fait signe d'entrer, a fermé la porte et a passé outre les banalités. « Ils ne s'inquiètent pas pour toi », a-t-elle dit en faisant glisser un dossier sur son bureau. « Ils sont aux abois. » Elle l'a ouvert et trouvé des documents publics et des notes d'enquête. La maison familiale avait été refinancée 4 fois en 6 ans, chaque prêt étant plus important pour compenser le précédent. Les factures impayées des entrepreneurs s'étaient transformées en pertes sur créances et les limites de crédit étaient atteintes. Le cabinet de mon père était confronté à une action en justice pour faute professionnelle d'envergure intentée par un client qui l'avait mal conseillé. Le montant potentiel des dommages et intérêts pourrait anéantir ses actions et le contraindre à une retraite anticipée. Le nom de Chase figurait sur des comptes joints à fort volume d'achat de luxe, bien au-delà de son salaire d'analyste. Ce n'est pas un problème, poursuivit Cynthia. C'est une tentative pour obtenir des liquidités. Votre indépendance fait de vous la cible idéale. Il suppose que vous céderez sous la pression. Ces mots furent un coup dur, mais ils me donnèrent aussi des forces. Ce jour-là, nous avons élaboré une stratégie de défense énergique. D'abord, la crédibilité professionnelle. Cynthia rédigea une demande de renseignement pour M. Mercé, responsable de mon plus important contrat en cours, le rebranding d'une chaîne de magasins nationale. Il répondit en quelques heures, fournissant une lettre impeccable sur papier à en-tête de l'entreprise, attestant de prestations de grande qualité et régulières, d'un chiffre d'affaires annuel à 6 chiffres issus de notre partenariat, ainsi que d'un respect irréprochable des délais et d'une communication sans faille. Cela dressait un portrait de fiabilité incontestable. Ensuite, l'argument de l'isolement. Cynthia suggéra de contacter Skyler Graham, avec qui j'avais collaboré sur plusieurs campagnes ces 4 dernières années. Nous nous sommes rencontrés pour un café près de son bureau, et Skyler n'a pas hésité. Elle m'a raconté notre récent week-end à Key West, 2 mois plus tôt. Nous y étions descendus en voiture, avions loué des scooters pour explorer l'île et avions bavardé tard le soir autour de fruits de mer. « Tu es l'une des personnes les plus simples que je connaisse », a-t-elle dit, signant le serment sans hésiter. Sa déclaration détaillait les projets communs, les discussions de groupe avec d'autres indépendants, les cartes de Noël, l'échange de preuves de nos relations professionnelles. De mon côté, j'ai reconstitué la chronologie. 10 ans d'indépendance, mois par mois, premier chèque de freelance, loyer payé à temps, prêts étudiants remboursés en avance. J'ai photographié les contrats importants, l'acte de vente de l'appartement, le transfert de propriété du yacht, l'accord de Tampa, mais j'ai masqué les montants et les totaux. Il fallait que la surprise reste secrète pour un effet maximal. Cynthia s'est mise à bégayer. Elle a exigé par voie de citation à comparaître les anciens emails de mon père, issus des documents publics relatifs à l'affaire de faute professionnelle, ainsi qu'un email qu'il m'avait envoyé 2 ans auparavant, où il me demandait nonchalamment des pistes de diversification et me proposait des ressources d'une entreprise.
Conjuguée au relevé bancaire révélant leur endettement croissant, cette situation a révélé un schéma d'exploration suivi d'agression. À l'approche de l'audience, elle m'a préparé à leur comparution. Attends-toi à des larmes de ta mère et à un ton raisonnable de la part de ton père. Chase va se comporter comme la tête brûlée qu'il est, persuadé d'avoir droit à une réduction de salaire, et il va donc surestimer sa confiance. J'ai acquiescé, absorbant tout cela. Les journées se sont fondues dans le flot d'appels professionnels concentrés avec mes clients depuis chez moi, d'audits d'installation envoyés à minuit. Des factures d'apparence calme, des routines payées maintenues. Mais les nuits étaient plus difficiles. Allongé, éveillé, de vieux souvenirs refaisaient surface, le mépris dans la voix de mon père. L'ampleur de la déception de ma mère. La conviction suffisante de Chase qu'il gagnerait toujours. Des doutes murmuraient, mais je les étouffais. Skyler consultait les SMS quotidiens qui apparaissaient pendant les pauses. Café demain, où tu es plus forte que tous réunis. Ces mots manqueraient à la réalité, me rappelant que mon monde ne se limitait pas au lien du sang. Au bout de 3 semaines, notre dossier était épais comme une montagne de témoignages, des documents sous-scellés, une stratégie bien rodée. Cynthia l'a relu une dernière fois. Nous sommes prêts. Ils ne sauront pas ce qui leur arrive. Le matin de l'audience, j'ai enfilé la tenue sombre la plus simple que je possédais, j'ai pris une profonde inspiration et je suis entré dans la salle d'audience avec Cynthia à mes côtés. Il y faisait plus froid que je ne l'avais imaginé, même pour un tribunal de Miami au printemps. Les vieux bancs en bois grinçaient sous le poids des personnes qui se déplaçaient. Des néons bourdonnaient au plafond, projetant une lueur blanche crue qui rendait tout délavé. L'air était imprégné de ce mélange âcre de vernis et de vieux papier, chargé d'une tension palpable. Je gardais les yeux fixés droit devant moi tandis que nous prenions place à la table de la défense, où les dossiers étaient soigneusement empilés. De l'autre côté de l'allée, à la table de la partie civile, tout était déjà en place. Mon père était assis droit, le visage impassible, arborant ce masque familier et indéchiffrable qu'il portait pendant son témoignage. Ma mère s'essuya les yeux d'un mouchoir, un geste appris à la perfection. Chase se laissa aller dans son fauteuil, un sourire confiant aux lèvres. Il continua de me montrer le chemin comme s'il connaissait déjà la sortie. Leur avocat, Stanley Fox, feuilleta ses notes d'un trait de stylo assuré et nonchalant, tapotant légèrement sur son bloc-notes. L'avocat appela le tribunal, et la juge Gloria Dunn entra par la porte latérale. Plus âgée, le visage fin, ses lunettes reflétaient la lumière tandis qu'elle balayait la salle du regard avant de prendre place. L'audience commença aussitôt. Stanley Fox prit la parole d'une voix douce et posée. « Votre honneur, il s'agit d'une affaire déchirante de véritable conflit familial. Mes clients tentent simplement de protéger leur fille de choix qui mettent son avenir en péril. » Il appela ma mère à la barre des témoins. Elle s'avança lentement, ses talons claquant doucement sur le sol, et jura d'une main tremblante. Stanley la guida avec douceur. « Helen, décrivez votre relation avec Bianca ces dernières années. » Oh, la voix de ma mère trembla légèrement. Elle a toujours été distante et a coupé les ponts avec nous après la fac. On a à peine de ses nouvelles, et quand on en a, elle refuse systématiquement toute aide. Ça nous brise le cœur. Cynthia a noté quelque chose sans broncher et l'a laissé prendre forme. Ensuite, mon père. Il a parlé calmement, d'un ton autoritaire, son côté avocat transparaissant. Connaissant bien la gestion de patrimoine, je vois clairement les risques liés à une gestion financière non supervisée à son niveau d'expérience. Une tutelle apporterait un cadre, assurerait la stabilité nécessaire à sa protection. Chase était le dernier. Il s'est dirigé vers le box attenant comme si c'était chez lui, a prêté serment d'un regard rapide dans ma direction. Stanley lui a posé des questions simples, auxquelles Chase s'est intéressé de près. « Ma sœur gâche sa vie », a-t-il dit d'une voix forte et claire. Elle vit comme une ratée dans un appartement en location, ignorant toutes les opportunités qu'on lui a offertes. Il faut que la famille prenne les choses en main pour son bien. Je suis resté immobile, les mains à plat sur la table, respirant régulièrement tandis que Cynthia me sermonnait. Aucune réaction, aucune émotion qu'il voulait exploiter contre moi. Cynthia assis leva indignée. Elle démonta méthodiquement chaque affirmation. Vous parlez d'isolement avec ma mère, mais vous n'avez fait aucune tentative documentée pour la voir ou vous réconcilier avec elle depuis 8 ans. Ma mère hésitait avec mon père. Vous évoquez les risques financiers, mais avez-vous seulement consulté un relevé bancaire de sa part? I'll admit Kanan. Achet Chase. Vous prétendez qu'elle est un échec alors qu'elle gagne régulièrement des sommes à 6 chiffres. Elle appela nos témoins. Monsieur Mercier témoigna à distance, présentant son expérience professionnelle. Il détailla des années de contrat, des paiements toujours effectués à temps, des projets livrés au-delà des attentes, et des revenus annuels à 6 chiffres provenant uniquement de notre travail. Skyler prit le témoignage à cœur, avec calme et franchise. Elle décrivit notre collaboration passée,
nos voyages communs, notamment notre récent séjour à Key West, photos à l'appui, nos échanges réguliers de SMS, nos dîners entre freelance. Bianca a un solide réseau, affirma-t-elle fermement. Elle est tout sauf isolée. Le portrait se transforma, celle d'une adulte responsable, professionnelle et bien intégrée. Cynthia Garda-Lamarteau. Votre honneur, dit-elle d'un ton égal. La défense demande à l'huissier de lire à haute voix la liste des actifs, évaluée par un expert indépendant. Le juge donne acquiesce. Allez-y. L'huissier, un homme d'âge mûr à la voix grave et posée, s'avance avec le document relié. Il s'éclaircit la gorge et commence. Résidence principale, appartement en copropriété avec vue sur l'océan à Miami Beach, en pleine propriété, d'une valeur de 1 800 000 $. Un silence s'installe. La main de ma mère se fige, figée en pleine sieste. Bien maritime, yacht de 15 mètres entièrement restauré et entretenu, d'une valeur de 450 000 $. Mon père se raidit, les jointures blanchies sur le bord de la table. Portefeuille d'investissement, actions et obligations diversifiées. Valeur actuelle, 1 200 000 $. Autre bien locatif à Tampa générant un revenu stable de 550 000 $. L'huissier poursuit son calcul. Actif net supérieur à 3 millions de $. Tous sont désormais indépendants. Un silence de mort s'installe dans la salle. Ma mère entr'ouvre la bouche. Elle a oublié son mouchoir. Mon père fixait droit devant lui, le visage blême, la main crispée sur la table, les veines saillantes. Chase fut le plus lent à réagir, les joues rouges et les yeux plissés, comme s'il essayait de comprendre. Puis, d'un bond, il se leva de sa chaise, me pointa du doigt. « Tu as tout caché » hurla-t-il. « Espèce d'ingrat. J'ai déjà décidé que le yacht et l'appartement sont à moi. » Mes parents échangèrent un regard rapide, un sourire narquois aux lèvres. « On va te faire tout perdre » ajouta mon père à voix basse, mais assez fort pour que le micro capte le son. Chase siffla. Il se jeta sur nous, faisant tomber des papiers de la table d'un revers de main, le visage déformé par la colère, cherchant à réduire la distance qui nous séparait. Le marteau du juge Dunn claqua bruyamment. Les portes de sécurité s'ouvrirent en grand et 2 policiers en uniforme firent irruption. Ils empoignèrent Chase au milieu de la mêlée et le maîtrisèrent tandis qu'il se débattait et hurlait. La salle s'est emparée de la foule, des chaises s'entrechoquant tandis qu'on l'emmenait de force, ses protestations résonnant dans le couloir. L'audience s'est terminée dans un chaos inimaginable. Mais la décision de la juge était sans équivoque. La juge Gloria Dunn a frappé son marteau à plusieurs reprises jusqu'à ce que la salle se taise, interrompant les murmures persistants. Elle a fixé un regard dur sur la table du plaignant. « Cette demande est rejetée », a-t-elle déclaré fermement. « Rejetée avec préjudice. » Elle a marqué une pause, laissant la décision faire son chemin. Ce tribunal ne sera pas utilisé comme une arme financière. Les preuves démontrent une mauvaise foi manifeste. Les motivations du plaignant sont directement liées à ses propres difficultés financières, et non à une réelle préoccupation pour le bien-être des défendeurs. Elle a exposé les contradictions, leurs allégations d'incompétence, anéanties par des preuves de compétence, leur ignorance de mon patrimoine malgré des années d'opportunité de le connaître, ce qui était parfaitement cohérent avec leur dette croissante et leurs problèmes juridiques. Demander une tutelle dans ces circonstances constitue un abus du processus conçu pour protéger les personnes vulnérables, a-t-elle poursuivi. Ce sont les plaignants qui semblent motivés par leur propre intérêt. La décision a ensuite été assortie du remboursement intégral de mes frais d'avocat, ainsi que d'importantes amendes pour requêtes abusives et pour excès de zèle. Je demande une enquête formelle pour suspicion de mauvaise foi. Mes parents sont restés figés, le visage pâle. Chase, affalé sur sa chaise après le retour des agents de sécurité, agrippait le bord de la table, les jointures blanchies. Stanley Fox ramassait lentement les papiers, évitant mon regard. Nous sommes sortis en silence. Cynthia m'a serré le bras une fois, sans un mot. Le couloir semblait plus lumineux, l'air plus léger. J'ai conduit directement jusqu'à l'appartement, fenêtres ouvertes, laissant la brise marine m'envelopper. Ce soir-là, je me suis assis sur le balcon pour la première fois depuis des semaines, libéré de toute tension. Les vagues déferlaient au rythme régulier du soleil couchant, teintant le ciel d'orange. Pour la première fois, la vue m'appartenait vraiment. Aucune ombre de désapprobation, aucune peur de perdre. J'ai appelé Skylar d'une voix calme pour lui annoncer le verdict. Elle a ri de soulagement à l'autre bout du fil, et je me suis retrouvé à sourire très brillamment, victorieusement. Cynthia a appelé plus tard dans la soirée. Tout penche en notre faveur, a-t-elle déclaré. Utredningen kommer att fortsätta. De kan inte undvika remetserna nu. Ta det lugnt. Du har förtjänat det. Konsekvenserna började snabbt. Några dagar senare plockade lokala tidningar i Florida upp rubriker som familjerättegång misslyckad,
Förmynderskapsförfrågan slår tillbaka i domstol. Och Miamis avslöjar dold förmögenhetsansökan avslagen. Les détails vont pour l'intégrité du crâne, les hommes sont rapides et avs le jade pour la famille. Hayes kände det premier. Hans firma fokuserade på rykte med förmögna klienter som bröt banden veckan därpå. Ligne officielle, association négative avec une image pavercade fortage. La ville inofficielle a un analytique knuten jusqu'à un drame dramatique offensif. Pappas tur kom strax apres. Et c'est officiellement le cas du fonds d'avocat en Floride. Klagomål inlämnat baserat på domarens hänvisning som utlöste akut granskning. Tillfälligt avstängt från verksamheten väntan på en fullständig utredning. Hans associé distans sig snabbt. Fakturer bara timmar tog slut över natten. Ingen från familjen hörde av sig. Inte ett samtal, inte ett sms. Tystnaden var absolut tyngre än något gräl vi någonsin haft. Jag skötte mina klientmöten från hemmakontoret, promenader på strandstigen, rutinmässiga marinkontroller på Gärsten. Tyngden som lyftes ersattes gradvis av tyst säkerhet. J'ai fait en sorte que ce soit un gant, et le système, qui a brisé le cœur de l'homme, les fait fonctionner. Et il s'ensuit des drabades de la Ligue officielle du conseil d'administration pour être un homme entier SIG Fran, m'aidant Jacques Vald et Etanan Vague. La combinaison s'articule autour de votre portefeuille, de votre domicile et de votre avocat, Visa SIG Vara pour Mickey. La réponse à vos questions se trouve au chapitre 7, puis vous vous demandez comment vous y prendre pour la bêta de Fordring-Sagar. L'entreprise Coral Gable, symbole de son statut, se dirige vers le marché et s'accroche pour ses clients. Då flyttade in and blygsam tvårumslägenhet i utkanten, den typen av ställe med gemensam tvättstuga och ingen havsutsikt. Alla försök att ta kontakt, om det fanns några, stängde jag omedelbart. Blocage de numéros de téléphone, filtrage de courrier électronique pour les contacts sociaux privés. Inga förklaringar, inga sista ord. Dörren är restée pour gott. Jag vände mitt fokus framåt. Stabiliser l'espace avec les frilans et gav mig grinden pour ATT Blister. Jag registrerade min egen byrå i Miami och började i liten skala med ett coworking-utrymme i centrum för möten. Jag anställde 3 personer jag litade på, tidigare samarbetspartners som hade visat sig pålitliga med snäva deadlines. Vi pitchade till internationella varumärken genom att utnyttja mina meriter från tidigare projekt började tala för sig själva. Ryktet spreds stadigt, konsekventa leveranser, kreativa strategier som faktiskt konverterade. Kontrakt strömmade in från Europa, Asien, till och med Australien. Kampanjer för e-handelsjättar och teknikföretag som ville expandera globalt. J'ai rapidement trouvé un rythme de travail que je maîtrisais totalement. Le matin, j'étais à mon bureau dans l'appartement, bercé par la brise marine qui entrait par les portes coulissantes ouvertes, et je passais des appels vidéo avec des clients situés dans différents fuseaux horaires. Mes après-midi étaient consacrés à des séances de stratégie ou à la correction. Mes soirées étaient libres. Je n'avais plus besoin de me soucier de rien. Les week-ends étaient consacrés à l'eau. Je descendais en voiture jusqu'à la marina, préparais le yacht seul, ou envoyais un message à Skyler pour savoir si elle était libre. Nous mettions le bateau à l'eau, les moteurs vrombissant doucement, et il fendait les flots calmes vers l'horizon. Les couchers de soleil depuis le pont devinrent un rituel quotidien. Les couleurs passaient de l'or au rose, et des dauphins apparaissaient parfois à proximité. Des conversations, des rires légers, le calme. Plus aucun poids du passé ne venait nous accabler. La vie se résumait à l'essentiel. Des projets porteurs de sens, des échanges authentiques, un peu d'espace pour respirer. Les drames qui s'étaient accumulés s'étaient complètement dissipés, laissant place à une routine calme et stable. La famille, ce n'est pas toujours une question de sang. Ce sont les personnes qui respectent vos choix, vos limites, votre droit de construire votre vie sans ingérence. Les liens du sang qui exigent un contrôle ne sont pas des liens, ce sont des chaînes. La véritable liberté naît d'une réussite discrète, fruit de ses propres aspirations, et du courage de se libérer de ce qui nous empoisonne. Lorsque les attentes toxiques disparaissent, l'espace pour une paix véritable s'installe. Une paix profonde et durable.